Donc, tout ce qu'on va dire pourrait être retenu contre nous. On va essayer de faire attention. Tantôt, tu ne bougeais pas beaucoup avant-arrière dans ta présentation. J'étais content. Je vais essayer. Je vais vraiment essayer. On développe ces trucs. As-tu mis du scotch tape à terre? C'est pas ça que tu... C'est bien. Chacun un autre truc. J'ai écouté Thunderstruck avant de me joindre. Donc, on est prêt. Je suis fier de toi, Raph. Merci, Alex. Je me pratique à dire Alex. C'est informel, mais moins que... Wow. Belle luminosité dans ta maison. Merci. Malgré que je sais qu'il n'y a pas de fenêtre. C'est arrangé avec le gars des vues, ça. T'as un gros setup. J'aimerais ça qu'on partage notre setup. Ça peut difficilement être plus précaire dans mon cas. C'est vrai que ça aurait pris une petite musique d'ambiance. On aurait dû mettre ça dans notre présentation. Des croissants de soleil. Ça aurait pris Claudie qui nous entertain. La voix radiophonique. Tu penses que les gens nous entendent? Ou c'est juste recorded? Ça se pourrait. Ça se peut, ça se peut. Bon. OK. Go! Yeah! Donc, j'estime qu'on est live et que les gens nous entendent, bien qu'on n'ait aucun feedback. Donc, merci tout le monde d'être là. Donc, bienvenue à cette présentation live de nos sous-sols respectifs, Alexandre et moi. Donc, vous êtes les courageux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, vous avez vu plein de belles présentations aujourd'hui. Je sais qu'il y a d'autres présentations en ce moment, donc on vous remercie d'être là avec nous. Donc, sans plus tarder, le sujet de notre présentation, qui est la grande question, créer le bon produit, est-ce un long fleuve tranquille? Donc, on vous vend le punch tout de suite. Donc, non, ce n'est pas un long fleuve tranquille. En fait, ce qu'on va vous parler aujourd'hui, on va vous présenter certains éléments qui nous aident dans notre quotidien à mettre le produit au centre de nos décisions. On espère que vous allez repartir d'ici avec certaines réflexions concernant votre processus pour développer des produits logiciels. Donc, dans notre présentation, on va faire une petite présentation rapide de Nexap et qui on est. Et par la suite, on va poser un peu les bases de ce que c'est bâtir le bon produit selon nous. Et on va finir avec des éléments plus concrets pour des références que vous pourriez avoir pour justement bâtir le bon produit. Sans plus tarder, Alex, peux-tu nous dire quelques mots sur Nexap? Ben oui, Raph, c'est quelque chose que je suis capable de faire. En fait, Nexap, en fait, notre mission chez Nexap, c'est d'élever la barre de qualité dans nos projets et d'inspirer la communauté par nos pratiques. Donc, dans notre quotidien, on accompagne, en tant qu'entreprise de service, là, donc on accompagne nos clients à bâtir des produits logiciels avec eux. Donc, ça peut être des applications web, des applications mobiles. Et je dirais qu'on est, chez Nexap, on est vraiment reconnu pour nos talents en ingénierie logicielle. Puis quelque chose qui est le fun avec, un fait intéressant sur Nexap, c'est que juste avant la pandémie, on était 25 employés.
avant qu'on retourne tous à nos maisons et travailler à distance. Et aujourd'hui, on est 60 employés. Fait que ça fait en sorte que on a connu vraiment une belle croissance, une croissance qui était organique. Et ça fait en sorte qu'on a pu collaborer avec beaucoup de clients. Tu sais, ça a augmenté le nombre d'équipes qu'on avait, ça a augmenté le nombre de contextes qu'on a pu vivre. Et parmi tous ces mandats-là, tous ces projets-là qu'on a eus avec nos clients, il y a beaucoup de choses qui avaient des thématiques qui revenaient. Et ces thématiques-là, il y a beaucoup de choses qu'on voulait venir vous les partager aujourd'hui. Petit topo sur vos deux présentateurs. Donc, je commence avec Alexandre Walsh, connu de la communauté. Il a fait une belle présentation ce matin. Donc, Alex, c'est notre VP Engineering chez Nexap et un des trois cofondateurs qui a démarré l'entreprise en 2014. J'aime bien dire que Alex, c'est le grand gardien chez Nexap des processus, des bons processus et de la qualité en général. Et j'ai le plaisir de travailler avec lui sur une base quotidienne. Sur une base quotidienne, je ne sais pas si tu es chanceux ou malchanceux, mais j'ai aussi le même plaisir que toi. Aujourd'hui, je vais t'accompagner de Raphaël. Donc, Raphaël, chez Nexap, c'est notre directeur produit. Ça va faire bientôt 2 ans qu'il est avec nous. Et ce que j'aime bien avec l'arrivée de Raphaël, c'est que dans l'histoire d'un Nexap, plus tôt dans notre historique, c'est qu'au début, je dirais affectueusement qu'on était comme une shop de dev, d'une certaine façon. Là, on était principalement composé de développeurs. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Raph, ça nous a permis d'introduire beaucoup plus de design et de stratégie de produits, donc de venir bonifier notre offre de service. Donc, Raph, il nous a vraiment aidé à transformer notre entreprise et bonifier notre offre de service. Donc, on est super content de son arrivée et j'ai le même plaisir que toi, Raph, mon acolyte de tous les jours. Yes! Donc, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Donc, la grande question, qu'est-ce qu'un bon produit? Donc, on a tous notre définition d'un bon produit et en fait, je pense qu'elle peut être bonne dans plusieurs cas. Donc, ça règle un problème. Je le dis souvent, donc pas de problème, pas de produit. Un bon produit, ça répond à un besoin d'un utilisateur en particulier. En fait, ça peut être on peut mesurer l'utilisation, donc le nombre d'utilisateurs qui utilisent le produit, ça génère des revenus. Donc, un bon produit, c'est un peu un amalgame de tous ces éléments-là. Nous, on a comme une petite définition, pas une définition, mais ça donne l'envie irrésistible d'être utilisé, un bon produit. Donc, c'est notre façon d'exprimer l'objectif de ce que c'est un bon produit. C'est un peu la somme. Là. Donc, si le produit répond bien à un problème que les utilisateurs ont, ça va leur donner l'envie irrésistible de l'utiliser, ce qui va justement les faire utiliser le produit, donc leur donner leur envie de payer pour ce produit-là, ce qui va générer des revenus. Donc, c'est un peu au centre de ce qu'on veut obtenir avec un produit, donc donner l'envie irrésistible de l'utiliser. On a beaucoup aimé cette citation de Robert C. Martin, appelée affectueusement Uncle Bob. Donc, certaines personnes pensent que la mentalité de l'agilité, c'est de livrer rapidement. Ce n'est pas le cas. L'agilité, c'est de savoir le plus rapidement possible à quel point on est dans la pardonnez-moi le terme, mais je vais utiliser dans la chenoute. C'est la mentalité de notre processus. Donc, quand on bâtit un produit, on veut aller valider le plus rapidement possible si on est dans la chenoute. Donc, si on a pris les bonnes décisions ou les mauvaises décisions. Beaucoup de ce qu'on va parler aujourd'hui va aller dans cet élément-là, donc la rapidité pour aller chercher ces validations-là. Donc, processus pour bâtir le produit. Donc, si on part du produit en tant que tel, on peut se fixer des objectifs produits. Donc, il y a différentes méthodologies pour y arriver. Chez Nexap, on aime beaucoup les OKR, donc la méthodologie Objective Key Result, qui va nous permettre de fixer des objectifs et des résultats clés pour arriver à ces objectifs-là. C'est quelque chose d'un peu plus gros que le produit, donc c'est quelque chose qui s'applique à l'entreprise en général, mais un objectif pour le produit va devenir justement notre
product goal. Donc, si on prend un exemple qui serait d'avoir un objectif d'augmenter l'utilisation de notre outil, ben là, on va avoir une réflexion à savoir c'est quoi les features qu'on peut faire pour aller dans cette direction-là pour atteindre cet objectif-là. Donc, on peut avoir un choix entre ajouter un nouveau feature qui nous a été demandé par des utilisateurs, ajouter une nouvelle intégration qui permet d'utiliser plus la plateforme ou plus facilement la plateforme. Et par la suite, on doit trancher, on doit prendre une décision sur ce qu'on va faire fondamentalement et par la suite, on va le livrer, on va le mettre dans les mains des utilisateurs et par la suite, on va continuer cette boucle-là. Il y a deux éléments qu'on veut ajouter à cette fameuse boucle. Donc, le premier élément, c'est l'aspect challenge par les utilisateurs. Donc, une fois qu'on a mis, par exemple, si on a pris la décision de développer le nouveau feature que nos utilisateurs voulaient, bien là, on veut le mettre dans la main de nos utilisateurs, puis on va vouloir aller chercher le feedback des utilisateurs pour savoir est-ce qu'ils aiment le produit, est-ce qu'ils l'utilisent plus, parce que c'était fondamentalement notre objectif. Donc, on va vouloir avoir cette information-là pour, par la suite, alimenter notre réflexion et dans notre processus de réflexion, on va vouloir savoir, bon, ben, est-ce qu'on pivote ou on reste dans la même direction et on va vouloir communiquer ce processus décisionnel-là à l'équipe pour qu'eux aussi nous challengent puis nous donnent des idées qu'on n'a peut-être pas vues dans un premier temps. Donc, le but de cette boucle-là, les éléments, donc c'est beaucoup de mettre le produit dans les mains des utilisateurs pour aller se faire challenger et de partager notre réflexion pour se faire challenger par l'équipe. Et c'est ce que je vous dis un peu dans cette slide-là. Donc, le prérequis pour se faire challenger par l'équipe, c'est vraiment de partager ses réflexions. Ça peut paraître évident, mais pour être en mesure d'avoir le feedback de nos différentes équipes, ça va être important de justement communiquer ce processus de réflexion-là. Donc, quand on parle de l'équipe, on parle à la fois l'équipe de management, les stakeholders, donc on va vouloir leur communiquer pourquoi on prend telle ou telle décision, mais aussi l'équipe de développement, donc tous les membres de l'équipe. Donc, eux aussi vont vouloir nous challenger. Et le but n'est pas d'avoir raison, mais de prendre la meilleure décision. Le produit doit demeurer au centre de justement ces décisions-là. Donc, quand je dis le but n'est pas d'avoir raison, c'est que des fois, on peut avoir un peu d'ego, on peut vouloir dire hey, ça, c'est la bonne chose qu'on doit faire. Par contre, si on le communique à d'autres personnes, on peut avoir d'autres points de vue qui vont alimenter notre réflexion et qui vont nous permettre de prendre une meilleure décision en bout de ligne. Dans un deuxième temps, en fait, se faire challenger par l'utilisateur. Donc, le prérequis, c'est de mettre le produit dans les mains des utilisateurs. On veut vouloir valider ou invalider le plus rapidement possible nos décisions pour faire un petit peu suite à la citation de Uncle Bob. Donc, on veut savoir est-ce qu'on est dans la chenoute ou non, est-ce qu'on a pris la bonne décision. Et il faut se rappeler là, que pour cristalliser sa valeur, on doit mettre le produit dans les mains des utilisateurs. Tant qu'on n'a pas mis, tant que l'utilisateur n'a pas le produit dans ses mains, tant qu'on n'a pas fait de livraison, bien, on n'a pas de valeur. Donc, on ne peut pas déterminer est-ce qu'on a été vers l'objectif qu'on s'était fixé ou non. Donc, tant que ce n'est pas en prod, on n'est pas capable de juger ou de cristalliser sa valeur. Et pour finir, là, dans tout ce qu'on fait, le but, c'est de se faire challenger. En fait, c'est quelque chose qui s'applique au produit, mais ça s'applique de manière générale dans une organisation pour le bénéfice de notre présentation. On va vraiment focuser sur le produit. C'est un statement que j'aime beaucoup, mais qui, en fait, ça me fait toujours un peu rire parce que Alex me dit souvent que le rôle d'un PO, c'est ingrat. Parce que justement, il faut se montrer vulnérable. Quand on parle de prendre la bonne décision, c'est pas parce que c'est moi qui dis quelque chose que c'est ça qu'on va faire. Le but, c'est de tasser son ego et de focusser sur prendre la meilleure décision possible. Donc, dans tout ce qu'on fait, le but, c'est de se faire challenger. Et c'est comme ça qu'on va arriver à prendre des meilleures décisions. Donc, on tombe dans un peu plus concret. On a placé un peu la situation en amont.
Et là, on tombe dans le concret. On va parler de planification et comment ça nous amène justement à prendre des décisions. Alex? Yes. Ben justement, parlant de planification, là, je vous pose la question. Ben là, je sais que je ne vous vois pas nécessairement, là, mais je vous pose quand même, je vous envoie la réflexion. Si vous avez déjà eu pas l'opportunité, là, mais si vous aviez eu à définir vos fonctionnalités comme pour la prochaine année. Il peut y avoir plein de raisons pour ça, d'une certaine façon. Là, si c'est une situation que vous avez vécue, puis moi, honnêtement, sérieux, je vais lever la main. Là, j'ai été, je vais dire, j'ai été comme victime de ça. J'ai passé par là. En tout cas, bref, on l'a vécu. Puis honnêtement, c'est vraiment légitime là, comme situation. Donc, en fait, il y a plein de raisons qui nous amènent à vouloir comme se faire un plan pour la prochaine année. Puis la question est vraiment légitime parce que les stakeholders, l'organisation, on s'entend là, on met vraiment beaucoup d'argent dans le logiciel, on met vraiment beaucoup d'argent dans le produit. Donc, on cherche la demande est légitime, on cherche à ce qu'il y ait une forme de retour sur investissement. Donc, c'est normal de vouloir demander, hey, si je mets, mettons, tant d'argent dans le produit, je veux un plan de match. Je veux des dates, je veux savoir qu'est-ce qu'on va faire, mettons une liste de fonctionnalités. Je veux savoir, mon argent va aller où en règle générale. Donc, généralement, ces personnes-là, l'organisation, on cherche un sentiment de contrôle. Là, je t'engage, je le sais que tu es bon, mais je veux savoir que tu sais qu'est-ce que tu fais, donc que tu contrôles la situation. Donc, au bout de la ligne, une autre façon qu'on le dit aussi, c'est qu'on cherche des certitudes au bout de la ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va faire ça, puis ça va marcher, puis on a un plan de match, puis on est parti, là. Go! Mais là, ça devient intéressant parce que quand on se repose plusieurs questions, c'est on veut des certitudes, on veut se sentir sécurisé. Mais la réalité, c'est que la question qu'on doit se poser, c'est sur quoi qu'on a le contrôle au bout de la ligne. Puis une des choses qu'on a le contrôle, c'est justement sur les hypothèses qu'on veut faire. Et tout notre processus décisionnel, la réflexion qu'on a sur laquelle décision, c'est quoi la prochaine décision qu'on va faire, c'est quoi notre prochain bet, c'est quoi la prochaine hypothèse qu'on veut aller valider. Et comme Raph a dit tantôt, tant que ce n'est pas livré, tant que ce n'est pas dans les mains de quelqu'un, on ne peut pas vraiment savoir si ça a marché pour vrai. Là. Donc, quand on dit qu'on va faire une fonctionnalité, au bout de la ligne, on n'a pas vraiment le contrôle sur son impact. Donc, on peut pas, il n'y a personne là, qui peut vraiment comme garantir que si je fais telle fonctionnalité, il va se passer Y. Là, il va se passer, je vais nécessairement avoir plus de users, c'est garanti. Tant que je ne le fais pas, tant que je ne mets pas la fonctionnalité en production ou dans les mains de quelqu'un, je ne peux pas le savoir d'ici là. Et là, ça devient intéressant aussi parce que on a travaillé avec plusieurs clients, là, on s'entend. On a aidé plusieurs clients à se bâtir des plans. Donc, on l'a vu sur quoi ils veulent mettre l'emphase. On a vu qu'est-ce qui est important pour eux. Puis, un des symptômes qu'on a vu, qu'on voit régulièrement, c'est des gens qui vont être plus en mode projet et versus en mode produit. Donc, on va juste les décortiquer rapidement pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, quand on parle d'être en mode projet, c'est les choses qu'on va regarder en mode projet, c'est, par exemple, ça va être justement, c'est quoi le plan de match qu'on parlait tantôt. Donc, c'est là que, mettons, justement, si vous avez un cahier des charges, ça va être ça, une liste de fonctionnalités, avez-vous un release plan, à la limite. On veut savoir aussi le budget, les dates de livraison. Donc, le focus, quand on est en mode projet, on est vraiment sur le output. Donc, puis quand on est en mode projet, c'est quoi les conditions de succès d'un projet? Souvent, ce qu'on va attendre, c'est que ce qu'on s'attend de l'équipe, c'est on s'attend que tu livres à temps, on s'attend que tu ailles livrer les bonnes affaires, les bonnes fonctionnalités et que tu ailles livrer dans les budgets aussi, essentiellement. Donc, a.k.a. les conditions de succès, c'est on a respecté le plan qu'on s'était dit, grosso modo. Ça ressemble à ça. Sinon, en mode produit, la différence en mode produit, ce qu'on va regarder, c'est beaucoup plus le outcome, donc l'impact que ça a eu de produire un output, justement. Donc, un exemple de outcome, ça peut être est-ce que mes utilisateurs ils ont adopté un nouveau comportement? Est-ce que ça a eu de la valeur? Ça a eu un impact dans sa vie? Mettons, ça prend-tu moins de temps à faire telle tâche? Est-ce que ça te fait sauver de l'argent? Ou est-ce que nous, on fait plus d'argent? Il y a plus de gens qui s'abonnent à notre produit. Donc, les conditions de succès en mode produit sont plus axées sur la valeur qu'on a achetée et les utilisateurs. Donc, on peut regarder le taux d'engagement des utilisateurs,
le taux d'utilisation des fonctionnalités. Est-ce que les gens l'utilisent, notre produit, ou non? Sinon, on peut regarder aussi le nombre de. Est-ce qu'on a eu plus de users, plus de revenus, plus de satisfaction? Et qui, dans le fond, ce qu'on va regarder, c'est on a-tu acheté de la valeur à quelqu'un? Est-ce qu'on a fait marche pour le vrai, puis il y a quelqu'un que c'est utile pour quelqu'un? Donc, grosso modo, quand on travaille avec nos clients, ce qu'on cherche à faire, c'est de rendre que le outcome, justement, soit au centre des discussions. Donc, peu importe c'est quoi votre processus décisionnel ou vos réflexions, mais vos réflexions doivent se baser sur le outcome. Donc, on veut mettre le focus sur le outcome. Donc, oui, on va se poser des questions. C'est comme la fonctionnalité, elle a-tu l'impact comme on pensait avoir au début? Donc, la fonctionnalité, quand on repense, c'est juste comme un moyen d'atteindre notre outcome. C'est comme, on peut le voir comme une solution. Puis, c'est juste qu'on ne veut pas que le output, donc la fonctionnalité ici, soit le sujet de discussion qui est principal. Ce n'est pas lui qui est au centre des discussions. Puis, on s'entend, là, on va en parler pareil. Là. Il faut qu'on en parle de la fonctionnalité et des outputs là, pour apprendre de nos expériences. Mais c'est juste que ce n'est pas l'indicateur de succès. Votre indicateur de succès est plus sur les résultats que ça a eu de faire cette fonctionnalité-là. Donc, un exemple classique là, qu'on voit souvent, c'est, mettons, imaginez qu'on a une équipe, elle semble livrer à un bon rythme. Là. On va dire, en guillemets, ils réussissent leur sprint. Là. Pour les puristes, je sais qu'on ne dit pas ça, là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On livre souvent à temps, puis qu'est-ce qu'on produit? C'est quand même de bonne qualité. Il n'y a pas trop de bugs. Vous voyez un peu le scénario. Est-ce qu'on peut se dire que cette équipe-là, c'est une bonne équipe au bout de la ligne? Bien, si on se rend compte qu'en fait, les fonctionnalités qu'ils ont produites ne sont pas utilisées, bien, on sait que l'équipe, elle semble faire les bonnes choses. Là, elle remplit bien son rôle. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont bâti un bon produit? Bien, notre indicateur de succès, ce n'est pas vraiment si on a livré à temps, mais c'est vraiment plus est-ce que ça lui a de la valeur pour nos users comme on avait anticipé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que ça va créer comme effet, là, qui peut sembler, en fait, va être très important, c'est que ça va vous donner des opportunités, ça va vous donner en fait des éléments déclencheurs. Parce que c'est ça qui va vous faire pivoter. Parce que qu'est-ce qui va vous faire déroger? Quand on est en mode projet, c'est plus dur de déroger de notre plan parce que notre focus n'est pas nécessairement à la bonne place. Et quand on est en mode produit, mais si on se rend compte qu'on n'a pas l'impact comme on désirait, bien, c'est là qu'on va se dire hey, c'est peut-être le temps de pivoter en ce moment et c'est le temps de déroger de notre plan. C'est ça qui va nous faire changer d'idée, puis ça nous crée, des éléments déclencheurs et de prendre des meilleures décisions par la suite. Donc, je sais que tantôt, on cherche des certitudes. Là. Donc, c'est bien beau avoir une liste de fonctionnalités, là, mais la seule vraiment façon de savoir si ce qu'on fait, ça marche, c'est de le valider en le livrant. Donc, pour créer une certitude comme on aimerait, bien, il faut valider notre hypothèse en mettant le produit dans les mains de nos utilisateurs. Et ensuite, c'est juste ensuite qu'on peut regarder l'impact que ça a eu et qu'on peut observer les nouveaux comportements de nos utilisateurs. Donc, un lien qu'on peut faire aussi, j'aime bien la citation, c'est Robert C. Martin, encore dans son livre Clean Agile. Le développement logiciel, c'est complexe. Là. Puis, ça se rapproche quand même de la méthode scientifique. Donc, nos hypothèses, le mindset, là, en réalité, elle devrait plus qu'on cherche à les invalider le plus vite possible là, au bout de la ligne. Donc, dans la vie, on va toujours avoir deux choix là, au bout de la ligne. Il va y avoir ce qu'on appelle la zone de confort ou le challenge. Donc, si je reprends l'exemple qu'on disait tantôt, définir des fonctionnalités sur un an, c'est une zone qui est confortable. On est confortable on le sait, le budget va aller où. On le sait combien de users qu'on aimerait avoir. Et pour le management, ben, c'est le fun aussi parce que c'est confortable pour eux de savoir on a un plan de match puis on le sait qu'est-ce qui va se passer. C'est sécurisant de savoir ça. Mais la réalité, c'est qu'il va y avoir des situations qui vont faire que le plan de match, il va changer. Et puis aussi, on a beaucoup de chances de se tromper. Donc, quand ça va arriver, c'est là qu'on va réaliser que ben, notre confort, il est peut-être plus artificiel qu'on pensait. Parce que vous voulez ou non, là, ben, vous allez vous faire challenger, même si on ne veut pas se faire challenger. Donc, on le sait que ça va changer. Là. Donc, au bout de la ligne, là, on ne veut pas perdre de temps à définir les fonctionnalités sur la prochaine année. Là.
pas que ça sert à rien, là, mais c'est vraiment une grande perte de temps. Écoute, Alex, je t'écoute parler, là, puis on dirait que tu cherches à me dire qu'on n'a pas besoin de plan, dans le fond. C'est ça que je dois comprendre. C'est ça, Raph, pas de plan, on fait ce qu'on veut. C'est bien ça. C'est ça que j'avais compris. Je vais rectifier le tir tout de suite. Donc, oui, donc Alex nous a parlé là, d'avoir un plan plus à long terme, mais on croit quand même que c'est important d'avoir des éléments plus à court terme, en fait, des éléments qu'on communique à l'équipe pour leur permettre de s'aligner. J'ai marqué 4 différents éléments ici. Donc, la vision, savoir où est-ce qu'on s'en va sur le plus long terme, avoir une étoile du Nord, donc où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut obtenir à plus long terme avec notre produit, des objectifs. Donc, on en parlait tout à l'heure un peu plus tôt dans la présentation. Donc, on a différentes méthodologies pour y arriver, que ce soit les OKR, mais pour se fixer un product goal. Mais ce qu'on veut, c'est d'avoir un objectif. Nous, de notre côté, on essaie de se fixer des objectifs sur 3 mois où est-ce qu'on veut aller obtenir quelque chose en particulier. Alex parlait tout à l'heure de outcome, donc on veut amener un changement, amener plus d'utilisation, donc on veut aller chercher un objectif très concret qu'on est capable de mesurer. Par la suite, on a le plan de match, donc qu'est-ce qu'on va expérimenter en tant que tel, qu'est-ce qu'on va chercher à aller valider. Donc, ça, c'est super important au niveau du plan. Et par la suite, la stratégie, qu'est-ce qu'on va prioriser même à l'intérieur du plan? Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? C'est quoi la portée de ces éléments-là? Donc, on va vraiment être donc beaucoup plus proche là, de la fonctionnalité qu'on va développer. C'est donc pour établir la stratégie. Et je dirais même l'élément le plus important là-dedans. Donc, on peut avoir une vision, des objectifs, plans, stratégies, mais ce qui est le plus important, c'est de les communiquer. Donc, ces éléments-là, en les communiquant à l'équipe, on est capable d'être alignés et tous d'aller dans la même direction. Je vais juste vous partager là, certaines situations là, au niveau de la communication. Donc, on parlait au début là, de se faire challenger. Vous avez probablement déjà vécu la situation où est-ce que on arrive dans une revue et puis là, on présente là, qu'on a changé le plan. Donc, on avait un plan de match établi, puis là, on a changé le plan. Puis là, le management l'apprend dans la revue, puis là, oh, il y a des petites crises qui se passent, il y a des éléments. Donc, il y a des choses qu'on est capable de faire en amont. Donc, pour aller chercher justement le challenge de notre équipe en amont. Donc, on est capable d'avoir l'information, d'avoir des éléments qui pourraient nous faire pivoter dans notre plan plus tôt. Donc, c'est important de communiquer le plus rapidement possible, peu importe c'est quoi qu'on change au niveau de notre stratégie. Au niveau de l'équipe, on a décidé de communiquer le product goal dans nos plannings. Donc, à chaque fois qu'on veut faire un planning, on va vouloir communiquer c'est quoi notre plan à l'équipe pour que de leur côté, ils puissent nous challenger, nous dire ah ben on est en train de travailler, on veut travailler sur tel feature, tel élément. Est-ce que ça va vraiment dans la direction de notre plan, de notre objectif qu'on veut faire? Donc, ça nous amène à partager encore plus nos réflexions, s'assurer qu'on est bien aligné. Puis c'est comme ça que toute l'équipe, on est capable d'avancer ensemble et de prendre les meilleures décisions possibles. Donc, il y a vraiment une balance entre trop planifier et planifier juste assez. Donc, quand on parle de trop planifier, c'est un peu l'exemple que Alex parlait tout à l'heure. Donc, avoir des éléments, des fonctionnalités détaillées sur un an. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui ne vont pas se faire. Puis, il y a beaucoup de temps. Je dirais que c'est l'élément quasiment le plus important. Là. Il y a beaucoup de temps qui est mis pas nécessairement aux bonnes places. Donc, toutes les fonctionnalités qu'on va vouloir faire dans le futur, qui sont plus ou moins bien définies, on va vouloir que les développeurs les évaluent pour nous dire à peu près combien de temps ça va prendre pour développer ces dites fonctionnalités-là. C'est les développeurs qui prennent leur temps pour évaluer ces fonctionnalités-là, ne le mettent pas ce temps-là pour développer des fonctionnalités qui vont nous permettre d'avoir plus de valeur.
Puis au niveau du PO, donc toutes les fonctionnalités qu'on imagine qui vont avoir des retombées incroyables. Dans 1 an, là, on va développer tel feature, ça va nous ramener tant d'utilisateurs, ça va avoir tel ROI. C'est tous des éléments hypothétiques. Donc, on ne sait pas l'impact que ça va avoir pour de vrai. Et tout ce temps-là, c'est mis. Donc, le PO ne met pas le temps pour aller chercher le feedback de ses utilisateurs puis vraiment être plus proche de ses utilisateurs, de son équipe pour prendre les meilleures décisions au quotidien. Mais de l'autre côté, donc, il y a trop planifié, mais il faut planifier quand même. Cette planification-là amène de la visibilité, amène de l'alignement dans l'équipe. Donc, nous, on parlait de 3 mois. Donc, avoir une visibilité sur les 3 prochains mois, on croit que c'est important. Et malgré le fait que ça soit plus quand même une courte période de temps, laissez-moi vous faire une confidence. Ça va probablement changer aussi. Donc, le plan de match sur 3 mois, on n'est pas à l'abri d'avoir un feedback super pertinent d'un utilisateur ou un challenge de l'équipe qui dit hey, on devrait peut-être aller voir cette opportunité-là. Un compétiteur qui développe quelque chose de nouveau qui fait qu'on change notre plan de match. Donc, c'est ça le concept. Il faut demeurer agile. Donc, même si on fait un plan de match sur 3 mois, il faut être à l'écoute, il faut se faire challenger, puis c'est potentiellement quelque chose qui va nous faire diverger de notre plan de match. Mais étant donné que ça va être communiqué, tout le monde va être dans le même bateau. Puis Alex en parlait tout à l'heure, le sentiment de contrôle, même si on n'a pas un plan de match de fonctionnalités détaillées, si tout le monde connaît le processus décisionnel, si tout le monde comprend pourquoi on a pris telle ou telle décision, c'est là que les gens embarquent avec nous. Puis c'est comme ça qu'on est capable de prendre les meilleures décisions possibles. Aussi, un autre avantage très important de planifier sur 3 mois ou d'avoir un plan de match établi, c'est de se donner la chance de rester focus. Vous avez probablement tous déjà vécu la situation où est-ce que quelqu'un arrive avec une idée, là, c'est le feature qu'il faut développer. Là. Ça le prend pour la semaine prochaine, ça va révolutionner, là, c'est ça qu'il faut faire, puis on tasse tout le reste, puis on travaille là-dessus. Donc, quand on a un plan de match, ben là, ce qu'on est capable de faire comme équipe, c'est de dire, oh, OK, intéressant, on va évaluer l'opportunité de ce nouveau feature-là. Puis là, si on évalue que c'est quand même intéressant, ben on est capable de dire, OK, on rentre ça, mais qu'est-ce qu'on déplace? Qu'est-ce qu'on enlève de notre plan qu'on ne sera pas capable de livrer parce qu'on travaille sur cet autre élément-là qui est super intéressant. Donc, avoir un plan de match, ça nous permet de nous aligner et rester focus, nous donner la possibilité de dire non à certains éléments. Puis encore une fois, dès qu'on a tous ces éléments-là communiqués, les gens comprennent mieux. Puis c'est là encore une fois qu'on est capable de prendre les meilleures décisions possibles pour notre produit. Petit wrap-up au niveau de la planification. Donc, on parlait là, de notre cycle pour bâtir le bon produit. Donc, ce qu'on amène, les éléments importants de la dernière partie, c'est d'avoir des objectifs en termes d'outcome plutôt qu'en termes d'output. Donc, on veut générer un impact plutôt que d'avoir des fonctionnalités cordées un à la suite de l'autre. On veut communiquer la vision, donc savoir où est-ce qu'on s'en va et on veut avoir un plan 3 mois, donc communiquer à l'équipe et on veut mettre le produit dans les mains des utilisateurs le plus rapidement possible. Alex en parlait tout à l'heure, tant qu'on n'a pas mis le produit dans les mains des utilisateurs, on a seulement des hypothèses sur l'impact que ça peut avoir. Donc, super important, c'est le seul moyen d'avoir des certitudes. Deuxième partie de l'aspect concret de notre présentation, donc l'importance de la rigueur. Alex, dis-moi en plus. Je vais t'en dire plus à la prochaine slide. En fait, encore une fois, pour mettre la table, là, j'ai le goût de vous amener dans une réflexion. Est-ce que vous vivez un peu cette situation-là que justement, on cherche des raccourcis dans l'objectif de gagner du temps? Puis là, ben, encore une fois, je vais lever la main là, parce que je l'ai fait à beaucoup trop de reprises et on apprend de ça.
En fait, un exemple de chercher des raccourcis, là, ça pourrait être hey, cette semaine, on ne fera pas notre raffinement parce qu'on va avoir plus de temps, parce qu'on doit compléter notre sprint, mettons, pour cette semaine, ou on est trop dans le rush, donc on va skipper certaines cérémonies, exemple. Donc, d'après moi, ça doit être une situation que je présume que je ne suis pas le seul qui a vécu dans la vie. Donc, on pense souvent à tort que pour livrer plus vite, on devrait, mettons, coder plus vite. Donc, oui, on veut vraiment se concentrer pour livrer la bonne fonctionnalité, mais on veut aussi se concentrer à la livrer de la meilleure façon possible. Donc, généralement, ce qu'on cherche à faire, c'est comme de se tromper le moins possible. Parce que ce qui coûte cher en développement logiciel, ce n'est pas nécessairement de développer une fonctionnalité. Ce qui coûte cher, c'est quand on se trompe au bout de la ligne. Et par exemple, on a développé la mauvaise fonctionnalité ou on ne l'a pas développé de la bonne façon. Puis là, exemple, mettons, puis ça revient dans notre workflow, ça crée du rework, ça crée des bugs, on n'a pas vraiment bien compris, on n'a pas apporté la bonne solution. Donc, on cherche dans notre séquence, on cherche à se tromper le moins possible. Donc, imaginez là, que toutes les équipes de développement logiciel ont un workflow qui soit implicite ou explicite. C'est exemple, mettons on a une équipe qui se rapproche de Scrum, ben, ils vont probablement déjà avoir leurs cérémonies qui sont déjà établies, puis ils vont les suivre. Puis ils ont leur cycle de développement aussi par rapport à ça. Ou même les équipes qui ne se disent pas nécessairement Scrum et qui ne partagent pas, mettons, un framework, ben, d'une façon sûrement consciente, là, mais ils ont quand même certains meetings de talk shop ou de planification qui est fait pareil en règle générale. Là. Ça n'existe pas des gens qui ne se parlent jamais et qui vont bâtir un produit. Là. Donc, tout le monde, au bout de la ligne, a une séquence en fait, pour livrer le produit. Donc, cette séquence-là, justement, comment on peut le voir? C'est comme si, aux yeux de votre équipe, c'est la meilleure façon pour vous de livrer votre logiciel. Donc, en suivant notre séquence, c'est comme ça qu'on va livrer de la valeur. C'est comme ça qu'on le sait qu'on va faire moins de bugs parce qu'on veut faire ces pratiques de développement-là. Donc, c'est comme ça qu'on fait moins de bugs. En faisant le raffinement aussi, on comprend bien les critères, donc on comprend bien le comportement qu'on doit avoir. Donc, en suivant notre séquence, ce qu'on peut se dire, c'est normalement, c'est en le suivant, on va se tromper moins souvent. Et ce qui est intéressant, c'est justement, si vous utilisez Scrum, vous allez avoir des rétrospectives ou même si vous ne l'utilisez pas souvent, vous allez quand même avoir une forme de rétrospective de façon ad hoc. Et pendant ce moment-là, c'est là que vous allez justement inspecter votre séquence. Donc, soit que vous la conservez, c'est statu quo, on l'aime encore, elle fonctionne encore, ou bien c'est là que vous allez dire, hey, on a vécu telle situation, pourquoi qu'on a eu tel bug critique, pourquoi qu'on a vécu telle urgence, c'est-tu un signe que notre séquence n'est pas la meilleure? Donc, on pourrait en trouver une meilleure. Hey, là, on l'a vécu, on adapte notre séquence et maintenant, cette séquence-là, c'est comme rendu notre nouvelle meilleure séquence qu'on connaît aujourd'hui. Souvent, quand on veut aller vite, là, le comportement que je vois le plus souvent, c'est qu'on va skipper une cérémonie. Comme je disais tantôt, là, justement, mettons, un exemple, ce serait qu'on ne fera pas le raffinement. Parce en fait, on ne fera pas le raffinement. Parce on assume que les prochaines tâches qui s'en viennent, ils vont être faciles. Là. Puis, ce qui arrive, pas à chaque fois, mais ce qui peut arriver, c'est, rendu en développement, c'est là qu'on se rend compte que il y a des cas d'exception qu'on n'a pas pensé. Finalement, ça ne marchera pas comme on s'était imaginé, on ne s'est pas posé assez de questions. Donc, les cérémonies, généralement, ils donnent l'espace justement de te poser la question. Ils te forcent à te poser les questions parce qu'on ne veut pas se tromper rendu en développement. C'est là que ça coûte cher de se tromper. C'est un autre exemple là, qui me vient, que je vois aussi, c'est parfois on va même skipper la revue que je vois aussi. Là. La revue est quand même importante. Souvent, on peut skipper la revue pour plusieurs raisons. Là. Mettons, on a échoué le sprint, donc on juge que ça ne vaut pas la peine de le faire. Les stakeholders sont absents ou, mettons, on n'a rien livré pour être plus extrême. Donc, à l'inverse, moi, je vous recommande en fait justement de faire la revue parce que de un, ça va bâtir la confiance, ça va créer de la transparence dans votre équipe. Donc, c'est quelque chose qu'on cherche à faire. Mais surtout, ça va vous donner des opportunités d'apprentissage et des opportunités de vous faire challenger sur le produit.
Donc, pour l'organisation, on peut apprendre de la dernière itération et on peut aussi apprendre sur la complexité du travail à faire. Je veux dire, si on n'a pas livré, ben, c'est parce qu'il y a une raison, il y a quelque chose autour de ça. On veut comprendre les symptômes, puis on veut comprendre en tant qu'organisation, ben, qu'est-ce qu'on apprend de ça? On peut-tu avoir une meilleure séquence et justement de pouvoir prendre des meilleures décisions par la suite? Donc, les routines sont importantes. Yes. J'aime bien cette image-là. Ben, d'après moi, il y en a plusieurs qui l'ont sûrement déjà vue ou peut-être une forme ou une alternative de cette image-là. Là. Mais cette image-là représente quand même une situation qui arrive très souvent, là, je trouve. Juste au début, on pense qu'on est tous d'accord. Puis quand on le rend un petit peu plus visuel, ben, c'est là comme un peu en bas à gauche, là, on se rend compte un peu de notre haha moment d'une certaine façon. Donc, souvent, ce que j'aime dire, c'est quand on est dans une situation qu'on trouve que c'est facile, ah non, cette fonctionnalité, ça, c'est facile, c'est juste ça. Mais c'est ça, ces situations-là qui sont les plus traites, parce que c'est là qu'on se trompe souvent. Puis, on ne veut pas contourner notre séquence, même quand ça semble trivial. Puis, à l'inverse, ça sonne, soit c'est contre-intuitif pour les équipes, parce que ah, mais non, ouais, c'est facile, c'est juste ça. Oh, mais attends un peu, pose-toi les questions pour vrai. Là. Ne skip pas les questions que tu es habitué de te poser en règle générale. Parce que, je le répète, ça coûte cher quand on est rendu en développement de se dire ah, finalement, ce cas-là, il ne marche pas. Il faut revenir dans notre workflow, il faut revenir dans le raffinement, il faut se poser plus de questions. Ça crée beaucoup de distractions, ça coûte cher de revenir dans notre par en arrière. Et là, j'adore cette phrase-là. Je vois Raph qui sourit, là. Moi, je trouve que c'est comme la phrase célèbre de Raph, parce que quand Raph est arrivé chez NextApp, je pense que c'est. Ben, je ne peux pas dire que c'est la première chose qu'il m'a dit, parce que la première chose qu'il m'a dit, c'est souvent un bonjour. Là. Mais honnêtement, dans sa première semaine, sa première constatation, son premier gros statement, c'était hey, Alex, honnêtement, c'est plus important d'être aligné que d'essayer d'aller vite. C'est plus important qu'on se comprenne tous plutôt que d'assumer qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Donc, à chaque fois qu'on n'est pas aligné, pour reprendre notre narratif de tantôt, c'est qu'on augmente les chances de ne pas faire la bonne chose. On augmente les risques de ne pas faire la bonne chose et c'est ça qui coûte cher. Donc, en essayant d'aller vite, au final, on se tire dans le pied d'avance. Fait que même si ça sonne contre-intuitif, essayer d'aller vite, c'est ça qui va faire en sorte que tu es moins rapide au bout de la ligne. Puis à l'inverse, prendre le temps, quand on est aligné, c'est ça qui va faire en sorte qu'on est beaucoup plus vite au final. Et là, je me permets de revenir à la base. Donc, les fondements de l'agilité sont beaucoup reflétés dans la méthode Extreme Programming, là, sans aller dans les détails. Extreme Programming, c'est la méthodologie. On peut le voir, pas nécessairement au même niveau, là, mais on pourrait le comparer à un Scrum ou un Safe. Là. En fait, c'est vraiment différent, mais bref. Mais ce qui est mis de l'avant, en fait, mettons dans les bases de l'agilité, c'est de se donner la chance de pivoter rapidement. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir la capacité de pivoter rapidement. Donc, comment on fait en tant que développeur ou notre équipe de développement pour se donner la chance de pivoter rapidement? Puis, il y a une grosse partie de la réponse qui va venir par les tests automatisés. Donc, pour être agile, ça prend un code agile. Puis une grosse partie de la réponse va venir des tests automatiques. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une confiance, je pourrais dire aveugle, que ce qu'on développe a vraiment le comportement souhaité et on va avoir une confiance sur la robustesse de notre suite de tests. Donc, trop souvent, encore une fois, je vais avoir des équipes qui vont se dire, ils ne feront pas les tests automatisés, mettons, ce coup-ci. Parce que, là, cette semaine, pour vrai, là, c'est une exception, là, parce qu'on n'a pas le temps, on doit aller plus vite, on doit vraiment livrer pour tel client, on doit vraiment compléter le sprint. À chaque fois qu'on ne fait pas les tests automatiques, donc on déroge de notre séquence ou de nos pratiques habituelles, on augmente les risques de se tromper. Donc, les tests, ils nous forcent à se poser des questions, comme on disait tantôt. Donc, quand on n'en fait pas, on se pose moins de questions, donc on a plus de risques de se tromper. Puis aussi, quand on ne fait pas de test, ça crée de la régression. Donc, on a plus de chances d'avoir du rework, donc de retravailler sur des choses qu'on a faites parce qu'on ne l'a pas développé de la bonne façon. Et ça, malheureusement, le temps qu'on met sur du rework, ce n'est pas du temps qui est mis sur de la nouvelle valeur. Je n'ai pas besoin de vous dire que le coût d'opportunité vaut très cher.
Et surtout, c'est en fait, au bout de la ligne, là, c'est surtout qu'on ne se donne pas la chance de pouvoir pivoter rapidement. Donc, c'est comme si on se tire une balle. Donc, en omettant les tests automatisés, c'est comme si on se tirait une balle dans le pied d'avance. Donc, on va compléter la présentation avec un petit wrap-up encore une fois. Donc, ce qu'on a appris dans la dernière partie, qui est l'importance de la rigueur, donc les routines, mais aussi dans nos façons de faire en général, être aligné, c'est plus important que d'aller vite. Donc, se donner la chance de se communiquer les bons éléments, ou de faire les bonnes étapes, les bonnes routines, les bons processus en général, ça va être plus important que d'essayer d'aller vite pour une petite période de temps. Et en fait, la rigueur dans cette routine-là, c'est ce qui nous permet d'être alignés et de prendre les bonnes décisions. Donc, ça fait un peu le tour de cette deuxième partie-là qui était plus concrètement comment on met en pratique là, le processus pour bâtir le bon produit à travers la planification et la rigueur dans la routine. Donc, quelques points pour que vous puissiez repartir avec les grandes lignes. Donc, pour y arriver, on doit exposer son plan, on doit exposer ses décisions, ses réflexions. C'est quelque chose qui permet d'être transparent, c'est quelque chose qui nous permet de se faire challenger en continu par l'équipe. Donc, mettre le produit dans les mains des clients le plus vite possible, c'est encore une fois dans l'objectif d'aller chercher le feedback de nos utilisateurs et de se faire challenger. Et pour finir en beauté, on doit se faire challenger en continu. Donc, c'est un processus qui se construit. C'est pas quelque chose qui arrive là, comme ça en claquant des doigts. C'est à travers justement la bonne planification, donner de la visibilité, permettre aux gens de s'exprimer dans les différentes cérémonies. Donc, ça fait un petit peu le tour. On se quitte avec la réflexion du début, le titre de notre présentation. Faire le bon produit, non, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Par contre, en fait, j'aime bien mon cher Walsh qui me dit « Embrace the chaos ». Donc, peu importe ce qu'on essaye de faire, à chaque fois qu'on essaye d'être un peu plus confortable, à chaque fois qu'on s'assoit un peu sur nos lauriers, la vie se charge de nous rattraper, de nous ramener sur le droit chemin. Donc, faire un bon produit, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est pour ça qu'on est là. Il faut apprécier le changement. Ça fait le tour de notre présentation. Donc, Jessica, Nicolas. Merci. Super intéressant. On avait une question que j'ai vu passer. Attendez un petit peu. Philippe vous demande en fait, qu'est-ce que vous avez vécu comme expérience et qui vous a amené à avoir ce genre de vision de développement de produits, planification stratégique? C'est très inspirant et peu commun comme maturité organisationnelle. Wow. Incroyable. En fait, c'est un peu l'objectif de la présentation, en fait. On a, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais à chaque fois qu'on démarrait, on est plus concret, que ce soit pour la planification ou la rigueur. On a dit qu'on était coupable ou qu'on l'avait vécu. Donc, on a vécu ces situations-là. Et puis là, on s'est toujours posé la question, puis c'est un peu le mindset de Nexap. Donc, on essaie toujours de s'améliorer dans nos processus. On a essayé toujours des petites affaires au quotidien. Puis on est venu avec ces éléments-là qui sont devenus plus importants, mais je dirais que c'est à travers des situations qu'on a vécues. C'est pas, je pense, une grosse situation en tant que telle, c'est des petites réflexions. Puis justement, dès qu'on est plus ouvert avec l'équipe, dès qu'on a un canal de communication, l'équipe va nous demander des choses. Puis là, par exemple, quand je parlais de présenter le product goal dans le planning, c'est l'équipe qui nous l'a demandé. Là, je pense que ça serait intéressant qu'on parte tout le temps le planning avec un peu plus de visibilité. Donc, crime, c'est donc bien intéressant, ça. Fait qu'on a commencé à le faire un peu plus régulièrement, en fait, sur une base hebdomadaire. Donc, c'est à travers
des petites expériences qu'on a vécues. Alex, veux-tu rajouter quelque chose? Ouais, ben en fait, je trouve ça excellent. En fait, ce que je garderais comme mindset, là, je pense qu'il est au centre de tout le temps nos discussions, c'est que pour nous, des fois, ce qu'on dit en gros, ce qui est Dieu, c'est le produit, dans le sens que le produit est au centre de toujours les discussions. C'est lui, on veut le meilleur du produit. Donc, c'est pour ça que, nous, dans notre culture, on se rend très vulnérable chez Nexap. C'est quelque chose qu'on cultive beaucoup. Donc, on est capable, en tout cas, ça, c'est difficile, là, mais souvent, on est capable de se mettre vulnérable. On tasse notre ego de côté parce qu'on le sait que ce qui est important au bout de la ligne, c'est pas si je me sens bien ou si je me sens mal, c'est de prendre la meilleure décision pour le produit. Donc, ça nous aide vraiment beaucoup à se poser les bonnes questions plus. Là. C'est comme on veut se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui va être le mieux pour l'organisation? Ben, dans leur cas, c'est que le produit fonctionne. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que le produit fonctionne? On veut tout le temps être qu'il soit au centre. Là. Point. Faut arrêter mon point là. Nous avons David qui demande: avez-vous des techniques à suggérer pour aller chercher le feedback des utilisateurs? Ça, j'ai goût je vais laisser Raph répondre naturellement. Oui, en fait, on a différentes façons de faire, mais en fait, on utilise des métriques. Là, ça, c'est peut-être pas du feedback, là, mais c'est plus à travers, justement, on mesure l'utilisation de nos produits. On va aller chercher l'information, en fait, des chiffres par rapport à d'informations sur nos produits. Mais sinon, en amont, par exemple, on veut développer un nouveau feature, on a souvent tendance à le faire sous forme de maquette en premier. Donc, on va le présenter, on va designer l'interface, on va aller faire une première ronde de feedback avec l'équipe. Par la suite, on va aller voir des utilisateurs pour dire: hey, qu'est-ce que vous pensez de cet élément-là? Bien sûr, ce n'est pas exhaustif parce qu'ils n'ont pas le produit entre les mains, mais déjà, on est capable d'éliminer certaines assumptions, diriger des prochains éléments à faire en développement. Puis là, par la suite, quand on met le produit, en fait, la fonctionnalité en prod, ben là, c'est s'assurer d'avoir un lien rapide avec des utilisateurs pour savoir qu'est-ce que vous aimez là-dedans, est-ce que ça vous sert au quotidien. J'adore, il y a une question qu'on pose dernièrement, c'est qu'est-ce que ça vous ferait si on vous enlevait cette fonctionnalité-là? Puis là, ça peut être cru. Les gens, quand ils te répondent, ça ne changerait rien. Ben là, ça te fait un peu mal. Mais encore une fois, le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de prendre la meilleure décision pour le produit. Donc, on veut poser des questions qui font mal, entre guillemets, mais on veut aller raccourcir cette loupe de feedback-là le plus possible. Donc, en amont, avec des maquettes, quand on parle d'un feature qui peut être sujet à débat, et par la suite, quand on livre, on veut aller chercher le feedback le plus rapidement possible avec nos utilisateurs. Alex, y a-t-il quelque chose que tu veux rajouter? Je rajoutais quelque chose aussi à ce que tu dis, là. Parce que quelque chose qui est difficile, des fois, c'est d'avoir accès à des utilisateurs, justement, à qui qu'on peut parler. Puis, dépendamment du stade de votre produit, il est rendu où? On ne peut pas tout le temps se le permettre, là. Mais quelque chose que nous, on a fait, puis je trouve qu'il a bien fonctionné, c'est quand on a fait sur un produit, on a fait varier le pricing dans le sens que, hey, on vous donne accès, mettons, au produit. Mettons, on pourrait assumer, mettons, c'est gratuit, mais en échange, ce qu'on a besoin, c'est plus de votre temps, plus de feedback. Fait que ça nous créait, c'était un peu comme, mettons, nos early adopters ou des clients pilotes, ce qu'on appelle. Donc, ça nous donnait comme un accès à des gens, puis de s'assurer qu'on peut parler à des utilisateurs, puis de rester proche de eux. T'sais, on ne parle pas juste à eux, on s'entend, là, mais on s'assure au moins de pouvoir présenter, comme Raph disait, mettons, des maquettes, on le sait qu'on a déjà un bassin de gens où on a une relation plus privilégiée avec. Là. Donc, c'est au final comme de se donner la chance de pouvoir parler à des users. Donc, c'est quelque chose que des fois, on assiste comme, hey, je vais te donner un accès privilégié à ma plateforme, là, mais j'ai besoin de ton temps. Là. Puis, honnêtement, généralement, on a beaucoup de réponses positives dans cette façon-là. Est-ce que vous utilisez aussi des prototypes pour valider certaines hypothèses avant de lancer le développement? Dans certains cas, donc c'est l'étape après la maquette. Là, donc, le prototype, c'est en fait, je dirais que c'est un peu au même titre que la maquette, c'est une étape de plus. Donc, on est capable d'aller chercher encore plus de certitudes avant de développer.
ça dépend toujours là, de quel genre de feature ou quel genre de produit on développe pour nos clients. Personnellement, j'aime beaucoup l'élément des prototypes, mais je pense que ça dépend beaucoup de qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Donc, plus c'est complexe, plus les maquettes ne seront pas nécessairement représentatives du feedback qu'on va aller chercher. Donc là, ça prend le prototype. Donc, c'est sûr que ça nous permet d'avoir un feedback qui est plus réaliste. Puis là, il faut voir temps versus bénéfice. Puis ça, c'est une décision au final qu'on doit prendre. Ouais, ben pour rajouter comme la même variable que Raph, là, mais pour le dire dans mes mots, des fois, nos expérimentations, si on le sait qu'elle risque d'être rapide, ben, parfois, on va peut-être juste faire le minimum, le MVP de la fonctionnalité, puis juste le faire directement. Mais si on le sait qu'il y a une expérimentation, mettons, on a telle fonctionnalité, on a vraiment de la misère à comme la déconstruire, puis comment on va itérer là-dedans pour la tester plus rapidement, ben, peut-être que là, on va se permettre justement les prototypes plus. Là, quand on a dans ce genre de situation-là. Donc, le temps qu'on estime sur que ça va nous prendre combien de temps créer justement notre première expérimentation, quand même un facteur déterminant aussi, je dirais. Merci. On a David Olivier qui demande: j'aimerais avoir votre avis sur le feedback client. Est-ce que ça vous arrive de le challenger pour aller chercher l'idée derrière de ce qu'ils veulent et non pas seulement prendre la demande? On dirait que c'est tout à moi qui réponds en premier, là, mais c'est vraiment là, on dirait que j'ai embarqué dans une ligne de pensée. Là. J'espère que je réponds bien à la question, là, mais ce qui est très important dans le feedback qu'on va chercher, c'est pas de poser des questions du style aimez-vous cet élément-là? C'est est-ce que vous avez un problème? Oui. Est-ce que vous pouvez nous l'exposer? Puis là, dire est-ce que le produit, puis comment le produit peut vous aider dans ce problème-là, là, plutôt que d'essayer de vraiment poser des questions sur est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous ne l'aimez pas, ou est-ce que les gens vont vraiment plus dire non, mettons, on ne l'aime pas, ou est-ce qu'on a bien compris votre problématique? Là, des fois, ça vaut la peine de faire un petit pas de recul pour aller chercher plus d'informations avec l'utilisateur. Et de manière générale, je ne challenge pas le feedback utilisateur. J'essaie d'aller chercher plus d'informations toujours parce que la personne, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est ce qu'elle sent au moment qu'elle nous communique. Puis ça, c'est... Je veux dire, en tout cas, de mon côté, je n'aurais pas tendance à le challenger. J'aurais goût de rephraser, parce que là, tu parles du feedback sur les utilisateurs. Mais tu sais, comme dans notre cas, comment tu vois, mettons, avec nos clients, dans le fond, quand on les accompagne, est-ce qu'on challenge leurs idées, ce genre de truc-là? Comment tu vois ça, Raph? C'est nos clients. Non, je renchaîne ta question, je me permets. En fait, c'est toujours comment tu es capable d'arriver vers des certitudes. On parlait tout à l'heure là, de comment on est capable de prendre la prochaine décision. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne une décision. Puis si on n'est pas nécessairement d'accord avec qu'est-ce qui est dit, il faut amener une autre hypothèse, il faut amener quelque chose qui va permettre à l'autre personne de venir adhérer à notre position. Puis c'est comme ça qu'on peut argumenter puis faire en sorte qu'en bout de ligne, on devient aligné. J'imagine que si on avait un exemple ou s'il y avait quelque chose, je pense que ça pourrait nous aider, mais je pense que ça dépend beaucoup des situations en tant que telles. Super. Une dernière question, je crois. Avez-vous une suggestion pour générer du challenge? Exemple, si une équipe de développement qui ne challenge pas suffisamment, la gêne, difficulté de communication en remote, équipe plus junior, assumant qu'on ne peut pas rajouter des seniors. C'est à toi, ça, mon cher. Incroyable comme question. Oui, je vais répondre sur plusieurs volets. On s'entend que ça va dépendre beaucoup de la personnalité des gens, là, donc la réponse va tout le temps être ça dépend, là, malheureusement. Mais des choses que vous pouvez avoir comme piste de réflexion, c'est l'autonomie de décision que les gens peuvent prendre dans le projet, on peut l'augmenter à travers le temps.
Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est d'avoir le bon objectif, c'est se concentrer à avoir le bon objectif puis d'avoir le bon pourquoi pour au moins que les gens puissent se l'approprier au minimum. Donc, la première chose que je ferais, c'est de s'assurer que les gens comprennent le pourquoi. Puis ça se peut qu'il ne soit pas bien raffiné, notre pourquoi au début. Des fois, on pense que nos objectifs, c'est des bons objectifs, mais parfois, ils ne le sont pas nécessairement. Fait qu'il y a une première, on va commencer à investir là-dessus en premier pour que les gens puissent se l'approprier. Mais là, après ça, c'est sûr qu'au final, on veut augmenter le niveau d'ownership de l'équipe. Fait que ça se peut qu'au début, le genre de décision, c'est de commencer comme graduellement à leur laisser prendre certaines décisions. Ça peut être vraiment des petites décisions comme, mettons, hey, sur les maquettes, mettons dans telle page, le bouton, on le met plus à gauche ou à droite. Hey, je te laisse prendre ce genre de décision. Là, ça a l'air vraiment bénin. Là. Mais puis plus avec le temps, ça va créer de la confiance envers ces personnes-là vont gagner en confiance de plus en plus, puis ils vont, OK, je peux commencer à gagner en autonomie et puis augmenter le niveau de décision qu'ils peuvent prendre. Là. Donc, à un point à mener, là, on dit souvent chez nous, chez Nexap, le PO est vraiment le responsable du pourquoi, l'équipe de développement est responsable du comment. Puis dans notre rêve avec des licornes roses, c'est qu'à un point que tout que le PO se concentre juste sur le pourquoi, là, puis qu'il ne parle quasiment jamais de fonctionnalité, là, borderline, là, à la limite, puis que l'équipe de développement soit capable de trouver la solution quasiment par eux-mêmes. Là. Donc, on s'entend que c'est difficile de se rendre là, puis il y a beaucoup d'autres agents puis de contextes d'entreprise qui vont on va dire nuire à ça. Mais dans cette ligne de pensée-là, on peut amener l'équipe à prendre de plus en plus de décisions de façon comme incrémentale. Ils vont tranquillement gagner en confiance. Mais je vous le dis, ce n'est pas quelque chose ça ne changera pas en une semaine, là, malheureusement. Là. Donc, c'est d'augmenter comme on dit, ça va augmenter un peu leur niveau de leadership graduellement. Et ça serait une des pistes de solutions que j'ai regardées. Mais là, l'autre, sinon, je reste sur le ça dépend parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui peuvent faire varier, on va dire, l'approche qu'on pourrait prendre. Mais ça serait la piste que je suggérerais. Bien, juste pour amener un autre élément, je pense qu'il y a un élément très humain où est-ce qu'il faut permettre aux gens de communiquer. Puis encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, mais il faut poser par exemple, si on n'a jamais eu l'habitude de se faire challenger par l'équipe, une des premières étapes, ce serait peut-être de demander l'opinion aux gens. Puis là, de les amener à parler. Tu dis son nom, tu dis hey, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça fait du sens? Puis là, les gens au début, ils ne seront pas habitués s'il n'y a jamais eu de culture de feedback ou de challenge. Puis là, on expose, s'il vous plaît, équipe, j'aimerais ça vraiment avoir votre opinion, c'est important pour nous. Puis là, c'est avec des agissements. S'il y a quelqu'un qui donne son opinion, tu dis, non, ça jamais, on ne fera pas ça. Mais là, ça va peut-être les décourager. Puis là, ils ne vont peut-être pas vouloir donner leur feedback la prochaine fois. Fait que c'est comme, il y a un élément aussi humain là, à tout ça qui est super important. Il faut mettre le contexte là, pour que ça puisse arriver. Là. Dans la question qui est arrivée, à votre avis, est-ce que vous considérez que les documents relatifs au développement et fonctionnalités sont importants pour la qualité, maintenabilité du produit? Les documents, c'est une bonne question. Je pense, honnêtement, je dirais que c'est une zone grise. Il y a plusieurs écoles de pensée. Si on revient, mettons plus sur les fondements de l'agilité, on ne dira pas que c'est... En fait, on va plutôt préférer d'avoir un logiciel qui fonctionne parce qu'au bout de la ligne, c'est ça qui est important. C'est avec ça qu'on est capable de mettre... C'est le logiciel qu'on va mettre dans les mains des utilisateurs. C'est ça qui va réagir, puis c'est ça qui va ramener aussi de la valeur pour l'organisation. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de documentation. Là. Donc, souvent... souvent, on veut quand même se garder une espèce d'historique de pourquoi on a pris certaines décisions. Donc, ça peut être autant fonctionnel, là, cette fonctionnalité-là. C'était ça notre contexte, on a pris cette décision-là. Puis, mettons, notre domaine d'affaires, c'est ça le vocabulaire important, c'est ça un peu le comportement souhaité. Puis, même chose d'un point de vue technique, là, des fois, j'ai plusieurs équipes, on fait des EDR, là, dans le fond. Ils documentent les décisions architecturales parce que ça permet de venir dire hey, on a pris telle décision parce que c'était ça le contexte, c'est ça qu'on a essayé de faire. Puis aussi, c'était à tel moment qu'on veut, qu'on devrait peut-être commencer à penser à le changer. Là. Donc, parce que l'environnement va changer. Donc,
La documentation, on s'entend que ce n'est pas quelque chose qui va être lu à tous les jours. Là. Donc, peut-être attribuer, on ne veut pas passer tout notre temps là-dessus, là, sans être trop évident. Fait que c'est pas de l'éviter, je dirais peut-être pas de mettre trop de temps là-dessus, mais à la limite de documenter qu'est-ce qui est le plus important. Là. Puis aussi, ça facilite aussi le onboarding. Là. Donc, souvent, chez nous, on va optimiser pour que le onboarding soit le plus facile possible. Donc, quand tu arrives et que tu peux juste lire les différents EDR ou les fonctionnalités en règle générale, ça devient super facile pour quelqu'un de s'approprier le contexte puis d'avoir de l'empathie envers le logiciel parce que l'air de rien, souvent, des fois, on va critiquer certaines décisions qu'il y a eu dans le passé. Puis c'est facile de rire du legacy code d'une certaine façon. C'est quelque chose que nécessairement on ne veut pas cultiver comme comportement, mais reste que ça peut être, ça arrive. Mais en ayant le contexte de l'équipe, on comprend les décisions historiques, puis on peut être dans une position de OK, à partir de maintenant, je sais comment on peut améliorer le logiciel. Donc, il y a une forme de valeur, mais on préfère quand même un logiciel qui fonctionne et qui est documenté par les tests automatisés le plus possible. Pareil. Merci beaucoup. Donc, tu veux rajouter quelque chose, Raphaël? Non. Ah, c'est bon, je pensais que j'avais entendu. Donc, ça fait le tour des questions. Un gros merci à vous deux pour la conférence. Un gros merci aussi à tous les participants qui étaient avec nous. Ne quittez pas. Donc, nous avons le mot de la fin par notre animateur qui va être dans quelques secondes dans cette salle même. Donc, vous n'avez même pas à quitter de lien. Tout va se faire automatiquement. C'est malade, la technologie. Donc, encore une fois, merci beaucoup. C'est super apprécié. J'espère que vous avez aimé votre journée au grand complet. Un grand merci et puis une bonne fin de journée à tout le monde. C'est ainsi que se termine cette super journée de l'Agile Tour 2021. Merci à tous de votre fidélité. Merci à nos super conférenciers qui nous ont encore une fois apporté beaucoup de contenu à jour sur l'agilité. Et je vous invite en terminant à suivre nos médias sociaux et à participer à nos activités d'Agile Québec qui seront annoncées au fil des mois. Mon nom est Carl Labrie d'Éclosion Animation Professionnelle. C'est un plaisir de vous accompagner en ce qui me concerne pour cette 3e fois, mais pour cette 13e édition d'Agile Tour. Je vous dis maintenant, restez simplement ouverts, mais surtout agiles et à l'an prochain. Salut! Qu'est-ce que